Notre troisième webinaire, le dernier de la journée, et donc la segmentation des réacteurs, la planification du démantèlement des réacteurs de l'EACL. Alors, on reconnaît respectueusement que le site est situé sur le territoire non cédé de la nation algonquine et Anishinaabe. Nous reconnaissons et apprécions leur lien historique avec cette terre et en tant que gardien et défenseur coutumier du bassin versant de la rivière des Outaouais et de ses affluents, nous reconnaissons et apprécions également les contributions que tous les peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits ont apportées et continuent d'apporter à créer le territoire qu'on connaît maintenant sous le nom de Canada. Nous reconnaissons, respectons et cherchons à mieux comprendre l'histoire, les droits et les titres autochtones uniques sur le terre où nous travaillons. Avant de commencer, quelques questions logistiques. Si vous n'avez pas participé aux autres webinaires, nous avons l'interprétation simultanée. Vous pouvez écouter en français en cliquant sur l'icône en forme de globe en bas à droite de l'écran Zoom. On a 1 heure pour ce webinaire, 30-35 minutes pour la présentation. Ensuite, une période de questions-réponses. Utilisez l'icône questions-réponses pour soumettre vos questions à n'importe quel moment de la présentation. On répondra à la fin. Nous allons enregistrer cette session parce que c'est affiché sur la chaîne YouTube. Après, si vous rencontrez des problèmes techniques, envoyer un courriel à erm.stakeholder@cnl.ca. Nous cherchons également à évaluer nos webinaires. On va vous envoyer un courriel après avec un sondage très rapide. On serait reconnaissant vers vous si vous pouviez remplir le questionnaire. Alors, la présentation d'aujourd'hui est animée par Alan Tabor qui va vous parler donc du travail de segmentation au EACL. Sans plus tarder, à vous, Alan. Merci, Mike. Alors, une vérification, m'entendez-vous? Plus ou moins. Alors, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Alors, je suis content de pouvoir vous parler du bon travail, un petit peu de contexte. Je travaille au LNC depuis plus de 30 ans. J'ai travaillé dans le réacteur, j'ai travaillé dans la construction de nouveaux réacteurs et maintenant je travaille dans le déclassement. Alors, ça a été un parcours intéressant et pouvoir participer au cycle de vie de ces unités est très, très intéressant. C'est très important qu'on se dote de bons plans pour fermer ces réacteurs et pour finalement assurer la fermeture sécuritaire de ces réacteurs incroyables. Aujourd'hui, on va vous donner finalement un aperçu général de notre stratégie de planification qu'on fait pour assurer la segmentation sécuritaire des réacteurs. C'est le premier webinaire sur la segmentation des réacteurs. On espère en faire d'autres plus tard, mais aujourd'hui, on va vous parler de 4 choses. La mission, pourquoi on fait notre travail. Alors, les objectifs du travail, on va vous donner finalement des réacteurs en question. On va vous présenter notre stratégie. Alors, comment on élabore nos plans essentiellement. Ensuite, à la fin, on va vous donner donc un aperçu de concept de démantèlement pour un des réacteurs. On va commencer avec notre énoncé de mission. On a toujours besoin d'une déclaration de mission. La segmentation des réacteurs est responsable de l'élaboration d'une approche normalisée pour le démantèlement de 9 réacteurs de EACL. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que nous allons déployer de grands efforts pour évaluer les différences et les similitudes des unités dont on dispose. On va réunir un plan et on va travailler avec d'autres équipes et d'experts également pour élaborer d'outils spécialisés pour effectuer le démantèlement. On va surveiller le démantèlement en temps et lieu et on va également faire en sorte que le matériel soit acheminé donc aux
poids d'élimination approprié. Une fois qu'on aura effectué le démantèlement, on va donc entreposer les déchets de manière sécuritaire. Alors, parlons donc du lieu où se trouve le réacteur. On va vous projeter une vidéo pour montrer où se trouvent les réacteurs, les unités au Québec et en Ontario. Mais nous avons également les deux autres réacteurs dont on est responsable, le réacteur NPD et le WR1. NPD WR1 finalement ne relève pas de notre travail de segmentation. On va commencer dans la vallée des Outaouais, au site de Chalk River, en Ontario. À Chalk River, il y a deux unités finalement le NRX et le NRU. Ce sont des réacteurs. Les deux réacteurs sont des réacteurs de recherche qui ont été conçus aux années 40 et 50 et qui ont continué à fonctionner jusqu'en 2018. Nous avons également les deux réacteurs MAPLE 1 et MAPLE 2. Ce sont des réacteurs qui produisent des isotopes qui fonctionnaient jusqu'en 2008. Ensuite, si on reste dans la région de Chalk River, nous avons trois calandres finalement qui ont été retirés aux années 70, NRX1, NRX2 et NRU1. Alors, NPD qui se trouve très près du site de Chalk River, ça ne relève pas de notre portefeuille, mais c'est important de dire que c'est un des réacteurs dont les LNC sont responsables, qui effectuent le déclassement. Au Manitoba, le réacteur WR1 à Pinawa. Et maintenant, le réacteur qui relève de notre portefeuille. On a le réacteur à Douglas Point qui est dans la péninsule Bruce. C'est le deuxième prototype CANDU avant les réacteurs Bruce et Pickering qui ont été construits après. On a également une unité à Bécancour, Québec, Gentilly 1, qui était une conception donc unique. C'est un prototype donc d'eau bouillante et cette unité se trouve sur la rive du Saint-Laurent. On va passer maintenant à un aperçu et faire une comparaison des réacteurs. On voit où se trouvent ces réacteurs sur le plan géographique, mais parlons finalement des composantes, des similitudes de ces réacteurs, commençant avec G1. Ça, c'est hors site. Ensuite, on a les NRX et NRU, les MAPLE et les trois unités qui se trouvent à Chalk River. Les unités en bleu sont dans une structure, sont construites dans une structure en béton. C'est là où se trouvent les réacteurs. Les autres trois réacteurs se trouvent dans les zones de gestion de déchets à Chalk River. Quand on pense à comment on compte transporter
déchets pour G1 et Douglas Point, on va devoir passer par les voies publiques. Mais pour les autres unités, alors les déchets seront transportés à l'intérieur du même site. Alors, pour le déplacement des déchets, on doit utiliser les contenants spécialisés, spécialement conçus, et on va les déplacer vers les aires de stockage approuvées. Et l'approche adoptée, alors, il y aura une segmentation in situ, un démantèlement du réacteur finalement dans la zone, dans leur emplacement. Et pour les unités souterraines, c'est une approche axée sur la récupération et segmentation à distance. Ça veut dire finalement installer une couverture et les démanteler, ensuite les placer dans les emballages approuvés. Parlons maintenant de la stratégie et les plans pour le présent et le futur. Pour ce qui est de l'élaboration de stratégie, il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte. Mais aujourd'hui, on va vous parler de 6 aspects clés dont sont composées nos stratégies. Tout d'abord, l'examen d'enregistrement de modélisation, une corroboration et analyse comparative, la technologie, l'option matière de déchets. Ensuite, on va vous parler des techniques et des options qui sont disponibles. Ensuite, j'ai une vidéo qui va vous montrer le travail qu'on effectue dans le domaine de la caractérisation. Alors, ça nous mène donc à une stratégie euh, qui va vous permettre d'effectuer en toute sécurité le travail nécessaire. Tout d'abord, pour l'enregistrement des modélisations, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend beaucoup de temps pour examiner les documents, les enregistrements, donc les documents opérationnels de la période de l'exploitation, de l'installation. On regarde les dessins de construction, les modifications effectuées. Ça nous permet de comprendre la construction, la façon dont ces unités ont été construites plus tôt. Pour les unités telles que le NRX, on les a construites à la fin des années 40, début des années 50. Alors, à Douglas Point et à Gentilly, on les a construits aux années 60. Alors, il faut regarder les documents pour obtenir toutes les informations dont on a besoin pour prendre une décision éclairée pour l'avenir. Alors, une grande composante de travail est l'examen de ces dossiers, regarder le fonctionnement historique des réacteurs. Et du point de vue des modélisations, il y a 3 méthodes de modélisation principaux. Euh, la première photo, on voit une analyse des neutrons. On regarde l'activation des neutrons ou l'étude des propriétés de la radioactivité du matériel. Lors du fonctionnement des réacteurs, les composantes métal, finalement, connaissent un flux de neutrons assez intense et le matériel devient actif. On a une équipe d'experts au site CNL qui font une modélisation pour nous permettre de comprendre comment, enfin, la radioactivité, le niveau de radioactivité de ces composantes pour qu'on puisse élaborer un plan en conséquence pour la segmentation. En haut à droite, on voit donc la modélisation en 3D. L'impression 3D, donc on prend les dessins actuels et on les saisit dans le logiciel et ensuite on a des imprimantes spécialisées qui nous permettent d'imprimer finalement les modèles des réacteurs. C'est un bon outil du point de vue de la compréhension de l'aménagement et du réacteur et des défis qui vont se poser. Et ça nous aide également au niveau de la mobilisation du grand public. Ça donne une bonne idée de la taille de ces unités, de leur aménagement. Ensuite, en bas à droite, on a une équipe d'experts qui travaillent au laboratoire, qui font des visualisations numériques. Qu'est-ce que c'est? C'est nouveau pour nous. Alors, on prend les informations qu'on a sur le réacteur et on crée
des modèles sophistiqués. Alors, ces modèles nous aident à élaborer des plans. On peut saisir toutes sortes d'informations, y compris les modèles d'activité, les mesures de radioactivité sur le terrain. Ça nous permet d'élaborer un plan robuste et sécuritaire. C'est un autre outil qui est très utile et ça nous permet finalement de communiquer nos plans au grand public. Ça donne une idée finalement de la structure d'une unité et ça nous permet finalement de bien comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, la deuxième composante essentielle, la collaboration et l'analyse comparative. Nous ne sommes pas le premier pays à effectuer ce genre de travail. C'est important pour nous donc d'apprendre de nos homologues. Nous avons des ententes de collaboration avec l'Allemagne, avec la France, avec l'Angleterre, avec les États-Unis également. Personne au monde a déclassé un réacteur CANDU, mais nous partageons les informations, les leçons apprises avec nos partenaires et nous pouvons apprendre d'eux et nous pouvons intégrer leurs conseils, leurs apprentissages dans notre plan. C'est essentiel pour nous de maintenir une collaboration robuste pour qu'on puisse rester à l'affût des pratiques modernes, pour qu'on puisse partager les informations avec nos collègues et puis pour qu'ils puissent apprendre de nous également. Alors maintenant, la technologie, il n'y a pas une seule technologie pour le démantèlement d'un réacteur. On sait qu'on va être confronté au matériel qui pourrait être hautement radioactif. Alors, on n'a pas le luxe finalement de demander aux travailleurs d'aller dans les réacteurs pour faire des évaluations. Ce n'est pas possible. On va utiliser des robots à distance, les outils à distance qui vont nous permettre de travailler de manière sécuritaire et à distance, bien entendu. Alors, les trois technologies essentielles pour nous permettre finalement de couper ces objets en métal sont des outils mécaniques, les scies rotatives ou les scies en forme de fil. C'est en fait une scie finalement recouverte de diamant ou nous pouvons également utiliser les outils thermiques et ces outils fonctionnent de manière robotisée à distance. Ça nous permet finalement de couper finalement des morceaux de métal épais et de le faire de manière sécuritaire. Et une nouvelle technique dans le domaine du déclassement, ce sont des lasers, les lasers à haute intensité qu'on peut utiliser pour couper les composantes en métal. Tous ces outils peuvent être utilisés en fonction du défi. Il y a des pour et des contre pour les outils mécaniques, ça coûte moins cher, mais on en crée également donc pas mal de poussière et la vibration qui peut avoir une incidence néfaste sur le bras robotisé. Il y a également donc des déchets qui sont créés quand on coupe du bois à la maison en utilisant une scie, on crée de la sciure. Alors, on a la même chose quand on utilise une scie mécanique. Les outils thermiques, c'est bien, pas de vibration. Donc, un effet limité sur les robots, mais il peut avoir des gaz volatiles qui en émanent. Il y a de la chaleur également, donc c'est un problème. Il peut avoir des incendies. Ensuite, les lasers. Alors, on a un bon contrôle, un contrôle minutieux. On peut finalement arriver à des endroits durs d'accès qu'on ne pourrait pas le faire en utilisant des outils mécaniques, mais les désavantages sont la complexité des lasers et le coût élevé également pour ce qui est de l'achat et de l'installation de ces unités-là. Alors, on peut utiliser les trois technologies.
Notre stratégie, c'est d'utiliser donc des outils disponibles finalement sur le marché et d'en développer nous-mêmes. Nous avons déjà du savoir-faire en matière de pilotage, de construction et de création d'outils à l'interne. Nous avons des experts qui travaillent avec nous. Euh, on utilise leur savoir-faire et cette approche nous permet finalement de régler les problèmes à l'interne. Alors, nous sommes en train également de regarder du côté de ce qui est disponible déjà sur le marché. Il y a plusieurs outils qui sont déjà disponibles. Alors, dans les trois domaines techniques, on envisage également d'utiliser des robots qui peuvent être achetés. Finalement, il y a plusieurs compagnies en Europe et au Moyen-Orient qui construisent des robots fortement spécialisés qui sont capables finalement de nous aider à couper le métal. Donc, on va utiliser des outils finalement déjà disponibles sur le marché et également des outils élaborés à l'interne. Pour ce qui est des déchets maintenant, il y a plusieurs options quant à la manutention des déchets lors de la segmentation des réacteurs. Tous les déchets et l'emballage est régi par les procédures. On doit utiliser finalement des contenants préapprouvés. Alors, une fois qu'on est sur le terrain, avant, avant de couper quoi que ce soit, alors, on a plusieurs options, plusieurs contenants parmi lesquels on peut choisir. On va les remplir en fonction du moyen de transport ou on va les transporter pour l'entreposage intermédiaire, préliminaire et en fonction de leur élimination à long terme. Alors, ces contenants doivent être aptes à être transportés par la route, par exemple. Quand on démantèle des réacteurs. On a donc surtout des déchets de niveau intermédiaire qui nécessitent des emballages spéciaux et on utilise ces emballages pour transporter les déchets. Les deux options principales sont donc l'entreposage intérimaire au site Chalk River et on envisage également d'utiliser des compagnies qui savent traiter les déchets nucléaires ou radioactifs. Et sinon, l'autre possibilité, c'est de traiter les déchets nous-mêmes et de les éliminer nous-mêmes. Nous devons avoir une bonne compréhension des matériaux qu'on a et on doit faire de la caractérisation également. Je vais vous en parler dans un instant. Tout cela nous aide à décider comment traiter les déchets. On va acheminer les déchets par la voie appropriée selon les déchets qu'on a. Un autre aspect dont il faut tenir compte, il faut utiliser les meilleures techniques disponibles pour finalement établir les solutions possibles. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit identifier les problèmes et ensuite on doit travailler avec des experts à l'interne. On met à contribution des experts en matière de déchets, des experts en matière de segmentation, les experts en matière d'équipement, de caractérisation, etc. Il y a plusieurs groupes qui sont mis à contribution et la meilleure façon pour nous de décrire le processus, on fait une remue-ménage professionnelle, si vous voulez. On identifie le problème et on définit la portée de nos activités. Et ensuite, on identifie les attributs à ce moment-là. On doit donc examiner toutes les options possibles. Il y a 2 dizaines d'options qui découlent de ces discussions de remue-ménage des fois, mais c'est important de les réduire à 2 ou 3 options vraiment viables. Et comment est-ce qu'on y arrive?
finalement, on évalue ces options en fonction des attributs qui ont été identifiés. Les attributs peuvent être la facilité d'accès aux composantes. Avons-nous la capacité finalement de les mettre dans un contenant directement? Est-ce qu'il faut faire un traitement avant de les mettre dans le contenant? Une fois qu'on a évaluer les attributs et on a ajouté des facteurs de pondération. Ça nous donne un résultat, ça nous donne une idée finalement de la meilleure approche à adopter pour la segmentation. Alors, le dernier attribut, c'est la caractérisation. Et la caractérisation est vraiment ce qu'on fait depuis 2 ou 3 ans. Il y a des équipes à Chalk River et à Douglas Point et au site G1 qui font de l'échantillonnage dans les réacteurs eux-mêmes. L'objectif de la caractérisation est en fait double. Une fois qu'on a fait l'échantillonnage, les échantillons sont envoyés en laboratoire pour analyse et les informations qui proviennent de l'analyse seront utilisées pour nous permettre de décider de plusieurs choses. Par exemple, comment allons-nous décider la voie pour les déchets? Alors, comment est-ce qu'on va faire en sorte de protéger l'environnement et les travailleurs et pour bien comprendre les dangers qui existent? En plus, la caractérisation va nous permettre de concevoir les outils. Ça nous permet de comprendre finalement le niveau de radioactivité des composants. Ça va nous permettre de comprendre si on a besoin d'un outil super spécialisé ou un outil qui existe déjà. Je vais vous montrer une vidéo sur le travail de caractérisation qu'on fait déjà. La vidéo, alors, je vais vous dire avant la protection de la vidéo que vous allez voir du travail qui a été effectué sur la gestion de déchets dans une unité. On vous présente donc une maquette d'outils finalement et vous allez également voir du travail qui se fait dans le réacteur NRX, au réacteur Douglas Point et de Gentilly 1 également. On commence avec les unités souterraines à Chalk River. On utilise donc une modélisation informatisée. Les travailleurs sur le terrain qui commencent donc à accéder au réacteur pour faire de l'échantillonnage. Ça, c'est donc le calendrier original qui a été installé aux années 50. Vous voyez donc les outils utilisés pour nous permettre d'insérer des caméras pour avoir de l'information sur la configuration du réacteur. On a pris des échantillons donc du matériel. Alors, voici la maquette en utilisant un robot Brock. Alors, ça nous permet donc de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas à l'égard du désassemblage robotique du réacteur. À l'intérieur, beaucoup de travail qui se fait au réacteur NRX. On fore les trous, on prélève des échantillons, on obtient de l'information sur le graphite dans le réacteur et d'autres matériaux qui se retrouvent également. Beaucoup de travail est effectué par des travailleurs dévoués. Ça a été un moment très intéressant, quelques défis en cours de route, mais du bon travail néanmoins. Très intéressant. Ici, on utilise une combinaison donc
d'équipements disponibles sur le marché et d'outils spécialement conçus. On voit une vidéo finalement de la caméra qui passe par le cœur embêtant pour en arriver au mur du réacteur lui-même. Gentil, on a fait finalement des évaluations des canaux de combustible. On voit donc une vidéo d'un de ces canaux pour obtenir des informations sur la configuration du réacteur. Une fois qu'on a extrait les échantillons, on obtient des informations des échantillons, ensuite on les envoie en laboratoire pour analyse. À Douglas Point, il y a une équipe qui travaille maintenant, qui fait du travail de caractérisation. Mais avant ce travail intrusif, on a utilisé un de nos robots spécialisés pour pénétrer dans le voûte pour prendre des prises vidéo pour nous donner une idée finalement de l'état de l'unité. Alors là, on regarde la partie inférieure finalement du bassin à Douglas Point et également à Douglas Point. On effectue des échantillons, donc des canaux contenant des combustibles pour obtenir de l'information sur le niveau radioactif de l'unité elle-même. Euh, on, on extrait donc des échantillons. Voici une vidéo donc de l'intérieur de la voûte et on sait que Douglas Point a fermé en 1982. Alors, c'est important de savoir également qu'on travaille avec les équipes pour faire du nettoyage de ces installations au fur et à mesure qu'on fait le travail avant le démantèlement, le déclassement de l'unité en tant que telle. OK, très bien. Alors maintenant, on a parlé donc des critères dont on doit tenir compte. Ensuite, ça nous amène donc à adopter une approche standardisée quant à comment traiter ces unités. Alors, pour les calandres installés, on envisage une segmentation alignée sur l'axe du canal de combustible. Qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? On a des réacteurs dans un revêtement en béton et chaque réacteur dispose d'un tuyau où la composante en uranium est située. Alors, on voit une configuration horizontale ou verticale et on, on va donc on va commencer donc en éliminant donc les tiges. Ensuite, on va passer la segmentation à distance à l'aide de robots pour les calandres. C'est en fait un grand bassin. Une fois que toutes les composantes ont été éliminées et emballées, on fera le transport des déchets à son lieu d'élimination.
quels sont les avantages qui découlent d'une approche standardisée? On peut utiliser donc le blindage biologique existant. Quand on a construit ces réacteurs, on les a conçus pour protéger l'environnement et les travailleurs en utilisant donc le blindage en béton et en acier. On va continuer à utiliser ce blindage pour le démantèlement. Ça nous permet de réduire la dose. Pour les travailleurs, c'est flexible et évolutif. Alors, il y a plusieurs réacteurs, plusieurs types de réacteurs. Donc, ça nous permet d'utiliser les mêmes outils finalement dans la plupart des réacteurs et ça nous permet de faire une exécution simultanée. On peut travailler dans plusieurs réacteurs en même temps. Alors, l'approche normalisée est différente pour les unités enterrées. On va faire la segmentation in situ. On va construire finalement des mesures de protection de l'environnement. On va concevoir des mesures d'endiguement. Et une fois qu'on commencera à déterrer, alors toute contamination sera traitée dans un environnement contrôlé. On va segmenter les unités sur les lieux. On va les emballer, on les envoyer donc dans un lieu d'élimination. Le résultat sera donc un nettoyage de l'environnement autour de ce réacteur. Quels sont les avantages? On a une bonne protection de l'environnement. On a donc une bonne optimisation du calendrier d'exécution. La dose est plus faible pour les travailleurs et cette capacité est transférable d'une unité à une autre. Donc, parce que ces calendres existent un peu partout à Chalk River. Alors, très bien. En dernier lieu, parlons donc du démantèlement et le concept de démantèlement. Alors, ce qu'on voit ici, on va utiliser Douglas Point comme exemple. Ça, c'est donc une visualisation du réacteur à Douglas Point. Un réacteur CANDU de 200 mégawatts, c'est le petit frère de l'installation à Pickering et c'est installé un revêtement en blindage en béton. Comment est-ce qu'on va démanteler cela? Alors, regardons la séquence de démontage ou de démantèlement. Premièrement, on va commencer en supprimant les réactivités, les mécanismes de réactivité. Un réacteur est conçu pour contenir du combustible, de l'eau. Il y a également d'autres composantes qui sont utilisées pour assurer la sécurité du réacteur. Alors, ce sont des mécanismes de réactivité. Ce sont essentiellement les mécanismes utilisés pendant le fonctionnement pour assurer le bon fonctionnement du réacteur. C'est les premières composantes à être éliminées. Ensuite, de là, on envisage l'élimination donc des tubes à pression et du calandre également, en commençant par les tubes à pression. Alors, j'ai mentionné tantôt on va travailler donc le long de l'axe des combustibles. Ça veut dire qu'on crée des outils à l'interne pour se retirer les canaux de combustible. Il y en a 300 à Douglas Point qui sont composés donc de tubes à pression, de tubes calandres. Et nous avons des outils finalement qui vont nous permettre de démanteler ces canaux, de les retirer du réacteur en tant que tel et de les placer dans des emballages appropriés. Une fois que c'est fait, ensuite, on passe au retrait de la coquille. Alors, le retrait des canaux de combustible exige des outils spécialisés, mais quand on arrive au retrait de la coquille, on peut, on peut utiliser une méthode qu'on verrait ailleurs.
On utilise l'équipement pour couper. On place des outils dans les unités pour couper. Alors, des lasers, des machines mécaniques. Donc, on coupe la coquille en petits morceaux pour emballage. Une fois que c'est fait, on doit retirer les boucliers d'extrémité de chaque bout du réacteur à Douglas Point. Il y a 3 pieds donc de blindage en acier. On va utiliser donc des outils mécaniques pour segmenter ou couper ces boucliers en petits morceaux. Et ensuite, on, on enlève la citerne de vidange. En, une des exigences pour Douglas Point était finalement donc d'enlever ces citernes. Les citernes contrôlaient les eaux de refroidissement. L'eau finalement arrivait dans une citerne sous le réacteur. Donc la citerne finalement n'aura pas une intensité radioactive élevée, mais il y aura des défis, mais on va découper la citerne, on va les segmenter et les déposer dans les contenants. Donc, du point de vue de démantèlement, on doit donc retirer les mécanismes. Ensuite, on démantèle les tubes à pression et ainsi de suite. Et on peut utiliser ce concept pour pas seulement pour Douglas Point, on peut l'utiliser également à Chalk River, par exemple. On pourrait faire la même chose pour les réacteurs NRX et NRU également. C'est à peu près tout pour ce qui est d'élaborer une stratégie. On vient de vous donner un aperçu de la segmentation de ces unités. C'est beaucoup de travail, c'est du travail intéressant néanmoins. Et il y a beaucoup de défis, certes, et des possibilités également qui existent. Maintenant, j'aimerais répondre à vos questions, les questions donc des participants. Merci beaucoup, Al. Une bonne présentation, beaucoup de travail qui se fait. Mais on va passer maintenant à la période de questions-réponses. Avec tous les réacteurs dont vous avez parlé, avez-vous une échéance? Quels sont les réacteurs auxquels vous allez vous attaquer en premier? C'est une bonne question que vous posez. Merci. Oui. Est-ce que... Oui, oui, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends bien. Tout à fait. Ça nous a pris un petit un peu de temps pour adopter la bonne approche pour le démantèlement des réacteurs. Donc, on a dû avoir plusieurs discussions. On envisage finalement de nous attaquer au réacteur Gentil 1, d'abord pour plusieurs raisons d'ailleurs. Tout d'abord, le réacteur lui-même n'a pas fonctionné pendant très longtemps, n'était pas en activité pendant très longtemps. Donc, on prévoit finalement un niveau de radioactivité plus faible. Donc, pour nous, ça serait logique finalement de nous attaquer à Gentilly 1 en premier. Alors, ce qu'on va apprendre du démantèlement de Gentilly 1, on peut l'appliquer à Douglas Point. Douglas Point était en activité pendant beaucoup plus longtemps. La radioactivité sera plus élevée. Donc, il faut avoir une approche ferme avant de s'y attaquer. Gentilly 1 suivi de Douglas Point et ensuite on va s'attaquer à une des unités enterrées et ensuite on va passer aux autres unités souterraines et ensuite les Maple, les NRX et NRU. Du point de vue échéance, on prévoit de commencer les travaux d'ici 2 semaines et vers la fin de la décennie, on aura terminé le site Gentilly. Ça exige 4 ans
à chaque site pour faire le démantèlement. On pense qu'on pourrait terminer tout le travail à la fin des années 2030. Merci. Alors, quel est l'avantage qui découle finalement d'une approche globale? Alors, du point de vue holistique, ça nous permet finalement de faire deux choses. Premièrement, alors, nous apprenons des collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en avançant, qu'en faisant le travail, on continue à apprendre, à mieux comprendre comment faire le travail. Ensuite, on peut finalement solidifier les prochaines étapes. On peut donc regarder le travail de manière holistique. On peut voir le portrait global de toutes les unités dont on est responsable. Ensuite, l'équipe a la possibilité de se demander si l'approche adoptée à Gentilly va-t-elle fonctionner dans le cas de NRX. Peut-être oui, peut-être non. Les outils utilisés à Gentilly, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes outils à Douglas Point? L'équipe peut donc évaluer cela de manière holistique et ça mène donc à des pratiques plus sûres, une meilleure utilisation de ressources et ça mène donc un meilleur modèle d'affaires, ça coûte moins cher, c'est plus économe. On peut incorporer donc toutes les leçons apprises dans l'exécution du démantèlement des autres réacteurs par la suite. Une autre question. Alors, tous les réacteurs sont traités de manière holistique. Il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas inclus WP et WR1. Oui, c'est une bonne question que vous posez. Il y a une décision qui a été prise il y a quelques années par les LNC, par le ACL. La décision est que la stratégie de déclassement pour NPD WR1 que le déclassement doit se faire in situ. On n'envisage pas de faire une segmentation du réacteur. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Prochaine question. Quelqu'un a une question sur l'échelle. Dans la vidéo, on a montré donc un aire de gestion de déchets. On voit l'intérieur. Quelle est l'échelle? Quelle est la taille en pied? C'est quoi la grandeur? Ou en mètres, si vous voulez? 3 mètres en diamètre par 4 mètres de longueur, 10 par 13, disons. OK, très bien. Il y a-t-il des outils ou envisagez-vous finalement d'utiliser des outils pour réduire le volume? Oui, dans la conception des outils, il faut penser à la taille des outils et comment on peut les mettre dans les contenants pour les déchets qui sont disponibles. Un des critères qu'il faut respecter finalement, c'est d'être efficace sur le plan du volume. On a des contenants robustes, solides, mais leur taille est limitée. Il faut qu'on réduise le volume des composantes pour pouvoir les faire contenir dans les contenants. Et la réduction de volume veut dire peut-être couper en morceaux plus petits. Faisons de la modélisation quant à l'emplacement des matériaux dans les contenants ou ça peut passer par les outils de compression pour réduire la taille des tubes pour les écraser, si vous voulez. Alors, on va adopter la méthode IKEA. Très bien. Merci beaucoup. Alors, une prochaine question. Rappelez le nom du robot que vous utilisez pour la segmentation du calendrier. Alors, c'est un robot Brock. Brock est une entreprise scandinave.
Nous avons plusieurs de ces robots à Chalk River. Nous avons une équipe de techniciens qui savent bien piloter ces robots. Les brocs sont disponibles en plusieurs tailles. Les fonctions sont différentes et ils sont utiles parce que on peut les adapter en utilisant des technologies qu'on peut acheter sur le marché. Sinon, on peut y ajouter nos propres outils finalement fait sur mesure. C'est un robot qui est utilisé un peu partout au monde dans le domaine du déclassement. Très bien. Merci beaucoup. Alors maintenant, il y a-t-il des compagnies au Canada qui peuvent faire des lasers pour la segmentation? Et de quel type de laser s'agit-il? C'est une bonne question. On commence à rentrer dans les détails de la technologie. Je ne suis pas expert en laser, mais je sais que j'ai des membres de mon équipe qui ont plus de connaissances dans le domaine. Y a-t-il des compagnies au Canada? Oui, il y a des compagnies en Europe également. Ces outils sont utilisés partout au monde. Alors, si on décide qu'il faut utiliser un laser, on va finalement vérifier les compagnies desquelles on achète. On va acheter un outil qui fonctionne vraiment pour nous. Ce sont donc des outils très puissants. Je ne veux pas citer les statistiques. Je ne suis pas expert dans la matière, mais je sais que ces lasers peuvent couper jusqu'à 20 centimètres d'acier. Alors, je pourrais aller chercher d'autres informations sur les lasers après ce webinaire, si vous voulez. Alors, mais comme j'ai dit, ce sont des outils qui sont utilisés un peu partout au monde. Et merci. Alors, deux autres questions. Alors, peut-être une question sur les déchets. Alors, mais ça nous donnera des idées pour les webinaires futurs. Au lieu d'entreposer les déchets de manière intermédiaire, est-ce qu'on pourrait peut-être éviter cette manutention double en l'éliminant directement? Oui, les équipes de manutention des déchets sont les experts dans la matière. De notre point de vue, nous visons à éviter une manutention double. Le Canada n'a pas donc de voie d'élimination en tant que tel. On y travaille. Alors, je ne veux pas dépasser la portée de notre travail, mais pour ce qui est de la segmentation, alors on va utiliser la meilleure le meilleur mécanisme possible. Nous avons des options qui s'offrent à nous. On peut utiliser des chaînes d'approvisionnement pour le déchet. Si on ne les utilise pas, on a des processus internes qui permettent l'utilisation d'entreposage intermédiaire. L'idée, ça serait qu'on évite la manutention double. Alors, tout ce qui est entreposé de manière intermédiaire est conçu pour finalement être éliminé de manière permanente à un moment donné. Très bien. Une dernière question, une dernière question. Non, je vous entends bien. Je vous entends très bien. Merci. Vous ne m'entendez pas? On va prendre un instant. Vous ne m'entendez pas? Non. Très bien, c'est tout, c'est tout. On va terminer alors. Oh, je vous entends. Très bien. Alors, une dernière question. Dernière question. Ensuite, on va terminer. Les réacteurs Maple, est-ce que vous allez les démonter en même temps, une à la fois, peut-être apprendre de l'un pour l'autre? C'est quelque chose dont on a parlé. On envisage donc de démanteler un réacteur
et on va voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, là où on pourrait s'améliorer, là où ça va bien. Et une fois qu'on a appris du premier réacteur, on va passer au deuxième réacteur et ça va nous permettre de démanteler plus rapidement et à moindre coût, etc. C'est une bonne question. Un réacteur à la fois. Très bien, parfait. Alors, merci beaucoup. On va terminer notre webinaire d'aujourd'hui. Merci d'avoir participé. Alors, merci d'avoir participé à l'un ou aux trois webinaires. On apprécie votre participation. Ça nous permet de partager le bon travail qu'on fait avec vous. Alors, on aimerait vous demander de remplir un sondage qu'on va vous envoyer après cette session. On va vous envoyer l'enregistrement de la session sur YouTube. Ça prendra quelques semaines, enfin quelques jours avant de pouvoir l'afficher. On va répondre aux questions par écrit si on n'a pas pu fournir des réponses verbalement. Et si jamais vous avez des questions, envoyez-nous un message. Alan Taylor, merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup. C'est toujours génial. Un bon travail. Alors, vous faites du bon travail. Merci beaucoup. Alors, un dernier mot peut-être? Je voulais tout simplement dire merci. Toujours bien de pouvoir communiquer le travail qu'on fait avec le grand public. J'ai très hâte finalement de vous fournir d'autres mises à jour une fois qu'on aura terminé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et donc, on va terminer. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Merci.